recevons aujourd'hui Jacques Maire, président de la COFREX, qui est aujourd'hui notre invité pour parler de l'exposition universelle d'Osaka, qui a ouvert maintenant il y a un peu plus de 2 mois. Et première question, après 2 mois d'ouverture, quel premier bilan vous pouvez tirer de l'organisation générale de cette exposition universelle? Alors d'abord, c'est une belle exposition, avec un niveau de fini, avec une qualité des espaces, une qualité des architectures qui est vraiment très, très, très intéressante et qui fait qu'aujourd'hui, le bilan pour les visiteurs, en tout cas, c'est on a envie d'y revenir, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important parce que le succès amenant au succès, c'était au départ une exposition qui était un peu décriée dans les médias et c'est devenu une exposition très populaire. Donc le bilan pour les organisateurs, il est très positif. Il y a encore des difficultés, hein, on pourrait revenir dessus si vous le souhaitez. Mais au global, au bout de 2 mois, nous-mêmes, en tout cas côté France, on est vraiment très très satisfaits de ce qui se passe là-bas. Et en termes de fréquentation, justement, parce qu'au départ, comme vous le disiez, l'exposition était un peu décriée, donc beaucoup de commentateurs disaient que la fréquentation, enfin les visiteurs ne seraient pas au rendez-vous. Et là, après 2 mois d'exploitation, comment ça se passe? Comment voyez-vous les choses? Êtes-vous satisfait de la fréquentation? Alors aujourd'hui, du point de vue de l'expo, on arrive à des journées à 180 000 personnes, ce qui, à ce niveau-là, permet de remplir l'objectif qu'il s'était fixé. Concernant le pavillon France, c'est tout à fait particulier parce qu'il se trouve qu'on est juste devant l'entrée et qu'on a été plein de la première heure de l'ouverture jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire qu'on est plein tout le temps et on ne peut pas faire plus. Et donc on est à capacité maximale. Et on a la chance parce qu'on avait anticipé un peu le fait qu'il fallait être capable d'accueillir un nombre de visiteurs important. Donc aujourd'hui, on est à peu près entre 25, 28, 29 000 visiteurs par jour. On a franchi le cap du 1 million de visiteurs le 23 avril. On va probablement franchir le cap des 2 millions de visiteurs aux alentours du 1er juillet, sauf cataclysme climatique ou autre. Et c'est nettement plus que ce qu'on pensait. On pensait effectivement qu'être capable d'accueillir beaucoup de gens, mais on ne pensait pas que 10 minutes après l'ouverture des portes, nous serions pleins jusqu'à la fermeture. Ah oui, donc effectivement, c'est plutôt une très bonne surprise. Ouais. Et comparé aux expositions précédentes, le pavillon France est dans une cadence d'entrée et de capacité qui est aussi importante ou plus supérieure à ce que vous avez rencontré dans d'autres expositions? Alors par rapport à la dernière, on est à peu près dans un accueil qui est au-delà du double en fait. Pour vous donner une idée. Et c'est vrai que si on est aujourd'hui à ce niveau de fréquentation, il y a 3 explications. La première, c'est évidemment l'emplacement. Un pavillon qu'on peut voir dès le début et qu'on peut voir en dernier. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps mort pour les gens qui viennent. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand vous êtes sur les balcons du pavillon, vous voyez à l'arrivée des gens, ça court sur le ring et ça va effectivement un peu vers les États-Unis, vers la France. Mais voilà, c'est ça les gros flux. Puis après un peu partout. La deuxième raison, c'est le fait qu'on a choisi d'avoir une scénographie qui soit attractive pour les Japonais, très orientée vers le public japonais qui est quand même la grande majorité. Donc c'est une exposition universelle dans ses pavillons, elle est moins universelle dans ses publics, puisqu'elle est japonaise et ensuite, secondairement, nettement après, Singapour, la Chine, Hong Kong, la Corée. Et le fait d'avoir choisi cette scénographie avec un thème qui leur parle beaucoup, qui est cet hymne à l'amour, fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, y compris des personnalités, y compris des acteurs, des influenceurs, pour qui c'est the place to be, là où il faut être. Et donc, ils arrivent tous les jours, ils se font prendre avec des captures d'écran, des vidéos, etc. Et puis ils postent sur les réseaux, parce que c'est là où il faut se montrer. Et le postant, en fait, ils augmentent encore la visibilité, la notoriété. Donc ça, c'est très puissant. Et puis la troisième élément qui est important aussi, c'est qu'on a conçu ce pavillon comme pouvant accueillir
des flux importants. C'est-à-dire que c'est une déambulation libre, c'est une promenade libre où on n'est pas obligé de lire quoi que ce soit parce qu'il n'y a pas vraiment de texte. Je reviendrai plus tard sur la médiation, mais on a d'autres moyens pour faire comprendre ce qui se passe que le texte à lire sur le moment. Et donc une déambulation libre où les personnes peuvent se promener, les espaces sont généreux et elles ont une perception, une émotion, une impression et elles restent plus ou moins de temps suivant l'intérêt qu'elles portent à tel ou tel espace. Tout ça fait qu'on a des visites qui s'étalent à peu près pour cet espace-là d'exposition permanente entre 15-20 minutes jusqu'à 45 minutes suivant le choix des gens. Et d'ailleurs, pour satisfaire, je dirais, le public qui ne peut pas y entrer parce qu'il y a tellement de monde qui s'y presse, vous avez mis en place un système qui permet de voir à distance le pavillon. Et comment ça se passe comment le public réagit à cette visite virtuelle? Alors, c'est une visite qui montre le pavillon tel qu'il est. Donc, c'est une visite avec un film 360 que vous pouvez retrouver en fait. Voilà, chaque personne peut accéder à ce film à travers le site du Pavillon France Osaka 2025. Vous pouvez voir ce film sur votre écran personnel, votre tablette, dans des lunettes VR éventuellement pour être en immersif, sur une projection. Et il permet, voilà, c'est un outil de médiation qui permet à la fois aux gens qui ont visité d'aller loin dans la compréhension de ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de films additionnels qui sont des contenus qui expliquent un peu ce qui est proposé. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près, aujourd'hui, il y a à peu près 2800 à 3000 visiteurs par jour. Donc, en plus, sur ce film virtuel, je pense que ça va monter parce que la promotion a à peine démarré. Concrètement, c'est pas un teaser, c'est plutôt pour des gens qui ont envie d'avoir une expérience culturelle. Je prends un exemple. Si vous allez faire une visite du château de Versailles en visite virtuelle, c'est pas la même chose de voir que de voir pendant 25 secondes, je dirais, voilà, un espèce de résumé de ce qu'est le château et de ses principaux points de vue iconiques. Et donc, on est sur des temps de visite qui sont importants, qui peuvent être souvent bien au-delà de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, voire 20 minutes, voire au-delà. Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est une nouvelle façon de faire partager en fait, cette exposition au plus grand nombre. Vous expliquiez que le thème du pavillon, l'hymne à l'amour, était très tourné vers le public japonais, donc ça l'attirait évidemment beaucoup. Et donc là, les chiffres que vous donniez prouvent que c'est une réussite. Quels sont les projets dans les 3 mois à venir pour maintenir cet engouement au-delà de la thématique? Quels sont les projets d'exposition, parce que je crois qu'il y a des expositions temporaires qui sont organisées. Quels sont vos projets pour justement maintenir cet engouement et faire en sorte que, j'imagine que Pavillon France finira premier à la fin de l'expo? D'abord, je croise les doigts parce que c'est quand même un enjeu du quotidien de maintenir une telle installation qui a été construite en même pas un an. Donc, et la rançon d'ailleurs de ce succès, c'est qu'il y a des sujets de maintenance tout de suite. Maintenant, il faut changer les moquettes, il faut repeindre les murs parce que ça s'use très vite quand on est à ce niveau de vie. Il y a une programmation. Alors par exemple là, on vient de finir, on est en train de terminer en lien avec le sommet sur les océans à Nice, une exposition de Tara, la fondation Tara, autour de la protection des océans à travers un monstre marin qui était assez spectaculaire. On accueille dans quelques jours une exposition du CEA, qui est le commissaire à l'énergie atomique, sur l'évolution de la technologie en France, sachant que le CEA est un des premiers déposeurs de brevets, donc c'est plutôt sur les savoir-faire technologiques français. On a, quelques semaines après, par exemple, on a une exposition itinérante qui fête les 80 ans d'elle, le journal, dans 50 pays. Et c'est vrai que cette exposition itinérante va permettre de rendre hommage à la créativité des femmes, avec 25 femmes qui exposent leur savoir-faire. On aura aussi, un peu plus tard, une exposition de Chaumet, qui est à la fois patrimoniale sur le savoir-faire de la haute joaillerie, mais en même temps sur la création contemporaine. Et puis on a des grands moments, donc on aura des moments qui seront liés, par exemple, quand on a un pôle comme le 14 juillet, qui est un pôle de visibilité fort, qui s'appelle le Bastille Day au Japon, on va
à cette occasion, par exemple, construire le plus grand origami en forme de cœur du monde. On aura avec nous Antoine Dupont, qui est voilà, le champion du monde de rugby, le meilleur joueur du monde de rugby. On aura aussi à cette occasion de la musique. Et puis on a aussi la journée de la France, qui est une très très belle journée. Alors je ne vais pas dévoiler les noms des artistes qui se reproduiront, parce que ce sera sur des grandes scènes et c'est intéressant. Mais il y aura à cette occasion un geste franco-japonais très particulier, c'est qu'on va relier ce qui n'a jamais été fait en fait jusqu'à maintenant. Et Dieu sait s'il faut convaincre les Japonais pour transgresser les règles. On va relier le pavillon France et le pavillon japonais à travers le plus long Akai-Ito du monde, le plus long fil rouge qui est le symbole de l'amour, voilà, avec une chaîne humaine qui va traverser l'expo sur plusieurs centaines de mètres. Donc c'est des moments aussi où on essaye d'engager les spectateurs, les visiteurs, et aussi les communautés, parce que ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a, du fait de ce succès et de cette présence sur les réseaux, on a créé une communauté, probablement temporaire, mais très active, de gens qui suivent beaucoup ce qu'on fait, qui effectivement commandent ce qu'on fait. Et aujourd'hui, la principale médiation, en fait, elle n'est pas tellement le fait de la Cofrex ou du Pavillon France dans son équipe, elle est d'abord le fait des visiteurs qui interprètent les espaces, qui font des vidéos, qui commentent et qui sont eux-mêmes postés et repostés des millions de fois. Et dans ces commentaires de visiteurs, donc vous disiez essentiellement japonais, y a-t-il des comparaisons qui sont faites entre les pavillons et de quelle manière, par exemple, puisque vous êtes le pavillon France est face au pavillon américain, et donc on sait bien aussi la relation particulière qui existe entre le Japon et les États-Unis. Est-ce que vous avez quelques anecdotes à raconter par rapport à ça ? Oui, alors c'est vrai qu'on est dans un environnement très collaboratif. Donc on ne cherche pas en fait dans une forme de compétition un peu arrogante à passer devant les autres. On collabore tous et c'est très important parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit quand même, c'est qu'à côté du soin porté à l'accueil des visiteurs grand public, il y a aussi tous les visiteurs institutionnels, entreprises, ministres, Altesse royale, Altesse impériale, et on a des Altesses, je dirais, toutes les semaines. Et pourquoi on les a ? Parce qu'en fait, il y a une coopération entre les pavillons, et quand vous avez par exemple le grand-duc Henri du Luxembourg, qui vient effectivement visiter, ou bien des familles du Golfe, il passe une demi-journée, eh bien, si l'expérience a été positive du point de vue des équipes des autres pavillons, sur ce qui se passe sur le pavillon France, à ce moment-là, ils prescrivent à leurs visiteurs, vous voulez passer un bon moment, voyez le pavillon national, bien sûr, voyez le pavillon japonais, mais voici aussi le pavillon France. Et donc, on se rend beaucoup de services. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a entre 18 et 24 visites guidées de personnalités par jour. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi formidable, parce que c'est un aspect assez qualitatif. Et ce qui est formidable aussi, c'est qu'il y a un consensus chez les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui considèrent que le potentiel, la force de l'attractivité de ce pavillon, qui est un partenariat public-privé, dans lequel elles ont, pour beaucoup d'entre elles, mis de l'argent, de la compétence, des savoir-faire, est quelque chose qui devient un outil très fort. Et donc on a régulièrement, effectivement, des opérations qui peuvent être ciblées, qui peuvent être... voilà, alors j'en cite deux récentes, par exemple, parce qu'il y a l'animation grand public, mais aussi l'animation, je dirais, plus économique. B2B, voilà. Eh bien, les vins d'Alsace ont réussi des choses qu'ils ne réussissent pas d'habitude en termes d'attractivité pour faire venir beaucoup de distributeurs, beaucoup d'œnologues, de dégustateurs, de prescripteurs, pour passer du temps dans ces espaces. Le port du Havre, le port de Dunkerque, par exemple, aussi, il y a quelques semaines, il y a 3 semaines, là, a passé un temps important, 3 jours d'activité pour faire venir les investisseurs, les logisticiens, les chargeurs, qui sont intéressés par la zone industrielle de Dunkerque. Donc toute cette animation-là, elle est également très présente. Et nous, notre sujet, ce n'est pas le pavillon France a une stratégie technologique,
C'est le pavillon France est d'une telle attractivité, c'était l'objectif, on l'a réussi finalement, que toute personne, tout prospect qui peut être intéressant pour une entreprise française trouve aujourd'hui des raisons de répondre positivement à une invitation de la part de l'entreprise, alors que ça n'aurait pas forcément été le cas autrement. Et ils y passent du temps. Et une dernière question, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que vous êtes satisfait jusqu'à présent de l'engagement justement des entreprises et des institutions françaises par rapport au pavillon France et par rapport à ce projet dans lequel vous êtes investi quand même depuis plusieurs années? Alors moi j'ai un regret, c'est qu'il n'y a pas assez de partenaires industriels. On a une très belle biodiversité des partenaires entre des ETI, certaines de l'industrie d'ailleurs, comme Hygiénaire, comme Aquatic Show et comme d'autres. D'autres effectivement des industries créatives, comme Mémoriste. Voilà, on a des gens du CAC 40, depuis la finance avec AXA, évidemment le luxe avec LVMH, la technologie aussi, la tech avec Dassault Systèmes. Mais au total, il manque quand même quelque chose de fondamental, c'est l'aspect industriel de la France, alors qu'il y a une relation franco-japonaise très forte sur le plan industriel. Que ce soit l'industrie chimique, que ce soit effectivement l'industrie métallurgique, l'énergie, etc. Et là, ce qu'on voit, et c'est ça le plaisir en fait, de cette évolution, ce qu'on voit, c'est que tout d'un coup, il y a une meilleure compréhension de ce que ça peut apporter, y compris pour le relationnel des entreprises. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, le dialogue avec ces entreprises est beaucoup plus facile. Il n'a jamais été difficile, mais me semble beaucoup plus productif pour aujourd'hui et pour demain. En tout cas, même ceux qui ne sont pas partenaires, s'ils veulent privatiser les espaces, nous, jusqu'au dernier moment, on est ouvert en fonction de nos possibilités pour que tout le monde puisse en bénéficier. Ça veut dire que, éventuellement, l'expérience d'aujourd'hui à Osaka peut vous servir de point d'appui pour la prochaine exposition sur laquelle vous travaillez déjà, je crois. Oui, alors on est aujourd'hui en train de regarder les conditions de participation pour l'exposition de Belgrade en 2027. Le marché est plus petit, mais il y a quand même des entreprises importantes françaises qui sont dans la région. Il y a Riyad, où le marché est énorme, évidemment. Il est énorme, mais il n'est pas plus gros que le marché du Kansai. Donc, sachons aussi mesurer l'importance de cet événement au Japon. Et c'est certain que, voilà, quand on peut prendre appui sur non pas seulement une promesse, mais une réalisation, eh bien, ça facilite le dialogue. Alors, en même temps, ça nous crée une obligation de résultat assez forte pour la suite, pour laquelle, effectivement, je dirais, on n'est pas forcément toujours très confortable. Mais bon, ça, c'est le jeu. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Jacques Maire. Merci.